S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. J'allais dire sur un beau fond orangé, on va y arriver. Ouah, quelle intro, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je suis très content, car aujourd'hui, on va parler d'assurance, mais pas que, et pas du tout en fait, en réalité. Je vais poser la première question à Steven, mon premier invité. Oh là là. Attends. Laissez-moi 30 secondes. Ça là, je me connais. J'essaye de me dire, qu'est-ce que je t'ai dit dans ma première intro? Et je suis en train de paniquer. 30 secondes, les gars. Tu fais un clap et j'en fais un aussi. Non, c'est good, t'inquiète. Le premier clap, c'était juste pour accorder les vidéos. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors nous, on n'est pas dans les studios, on a déménagé, on est justement chez notre invité. Plaisir d'être accueilli par Steven. Je vais te poser cette première question, Steven. C'est quoi ton why? C'est quoi mon why? Ouais, et si je te pose cette question, c'est parce que, bon, je crois que ça se voit sur ton pull, il y a marqué Sénat. On va parler de Sénat ou Seina? Alors c'est marrant que tu dis ça. En français, moi j'ai toujours dit Sénat. Et dès que je parle en anglais, c'est Seina. Ouais, et justement, mes collègues se moquent de moi quand je dis Seina en anglais. Donc je peux décider, ça dépend. On peut dire Seina. Dédicace à tes collègues. Voilà. Beaucoup d'humour. Bon, attends, qu'est-ce que je racontais? Non, je voudrais savoir c'est quoi, j'allais dire ton why ou votre why chez Sénat ou Seina, whatever. Et surtout, on va parler de l'art de prendre des risques. Mais parle-moi de tout ça. Bah, c'est marrant parce que tu as demandé c'est quoi mon why. Ma première réaction c'était oh là là, c'est quoi ma raison d'être perso. On va en parler. Hein. Ouais, j'imagine. Et donc pour Sénat, et en fait je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qui m'inspire moi. Pour Sénat, c'est aider les gens à prendre des risques. En fait l'assurance ça sert à ça. Hein. Quand tu achètes de l'assurance, au final c'est pour te permettre de prendre un risque dans ta vie perso, et risque que tu pourrais pas prendre si tu n'étais pas couvert par de l'assurance. Donc, c'est quelque chose qui aide les gens à aller de l'avant, à progresser, et même la société au global à progresser, mais on pourra en parler en détail. Je vais te demander. Non, mais parlons-en. France, la société française, la France, on va parler. On sait prendre des risques, nous, ou pas? Je pense qu'on pourrait prendre plus de risques. C'est pas dans notre culture, tu dirais? Si, il y a un très grand président américain qui a dit les Français, ils ont plein de mots pour tout, mais ils n'ont pas un mot pour entrepreneur, alors qu'ils ne savaient pas que c'était un mot français. Dédicace. Exactement, petite dédicace. Si, la France a été un moteur pour la plupart énormément de très très grandes avancées humaines, quoi. Mais ça s'est un peu ralenti. Mais en fait, l'assurance, elle aide à prendre plusieurs différents types de risques. Un entrepreneur qui va monter sa boîte, typiquement, il ne pourrait pas monter sa boîte s'il n'avait pas une assurance pour la responsabilité civile de son entreprise, et si dans le cadre de son entreprise, il fait du mal, je sais pas, un camion écrase quelqu'un quand tu fais une livraison, bah, tu as intérêt à avoir cette assurance, et en fait, il ne pourrait pas y avoir d'entreprise si tu n'avais pas ce type d'assurance-là. Mais ça va un peu plus loin. Tu vois, des très très grandes avancées sociales sont diffusées au grand nombre grâce à l'assurance. Ce que je veux dire par ça, et c'est marrant, on rentre vraiment vif. T'inquiète, le sujet. Non, on va refaire. Voilà, on reviendra, mais après. Quand il y a des grands bénéfices sociaux, l'assurance permet de mutualiser, de l'emmener à beaucoup de gens. Typiquement, l'assurance santé. L'accès à l'hôpital, c'est très puissant pour avoir une meilleure vie. Il semble. Sans assurance, l'accès à l'hôpital, l'accès aux soins serait que réservé aux gens très riches. Donc c'est grâce à l'assurance,
Okay. Comme tout le monde L'équité. contribue finalement à un pot commun, tout le monde a accès, c'est une mutualisation, tout le monde, pas tout le monde est malade en même temps, ce qui fait que tout le monde peut avoir accès à ça. Ce qui fait que quand il y a des gens qui ont vraiment des grands besoins, type une grande maladie, la sécurité sociale rentre en jeu et tu peux être soigné. Et donc, quand il y a des grandes avancées et des grands avantages finalement sociaux qui sont disponibles, le fait que tout le monde mette ça dans un pool commun, qui est la mutualisation en assurance, fait que tout le monde peut en bénéficier. Et tu vois, les pays où l'assurance est bien faite, typiquement en France, tout le monde a accès à la santé. Tout le monde a accès à la santé. Aux États-Unis, c'est pas un même modèle. Les gens qui ont beaucoup de moyens ont accès à des très bons soins. Des gens qui ont beaucoup moins de moyens, pas du tout. Et résultat, tu regardes des vraies avancées de progrès sociétal avec un grand S. Tu as une corrélation aussi avec la qualité de l'assurance et la pénétration de l'assurance. J'ai demandé ce que tu fais la santé, mais chez Sénat, mais en fait, qu'est-ce que Sénat, que les gens comprennent pourquoi on est déjà dans la prise de risque et que tu parles directement d'assurance, mais on va faire un beau parallèle avec l'entrepreneuriat, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que vous faites chez Sénat? Donc Sénat, on est un assureur. Et on a un assureur qui est spécialisé pour une manière de vendre de l'assurance qui est via les courtiers, donc via les intermédiaires. Quand tu es un assureur, tu as 3 manières de trouver des clients. Tu as le direct, tu vas sur alliance.fr. Tu as les agents, donc ça c'est les boutiques. Quand tu te balades dans la rue, tu vois les agences. Donc ça c'est les réseaux propres à l'assureur. Ça meurt pas, ça? Non, parce que ça marche quand même. C'est très stable. Parce que les gens, ils ont besoin de proximité, de conseils. Donc ça fonctionne très bien. Et après, tu as un troisième canal qui est de l'ordre de 30% de la distribution en assurance, qui sont les courtiers. Le courtier, c'est une entreprise indépendante qui crée sa propre marque, qui a sa propre clientèle et qui emmène des produits des assureurs vers ses propres clients. Qui co-construit avec les assureurs les produits? Ou il les commande, entre guillemets, en fonction des besoins? Et ça, c'est notre spécialité. Ceux qui vont réussir à créer des grands business vont aller voir des assureurs et demander leurs propres produits d'assurance à leur propre marque, avec leur propre pricing, leur propre garantie. Et ça, c'est typiquement ce que Sénat fait. Peut-être qu'en exemple concret, je peux donner des exemples de courtiers et de clients. Il y a une superbe boîte en France qui s'appelle Dalma. Dalma, ils font de l'assurance pour les chiens et les chats. Ouais, j'allais dire, ça me parle. Okay. Ouais, c'est une superbe boîte, très grand succès. Ils communiquent, je pense, j'ai dû voir sur les réseaux. Ok. Et donc, Sénat collabore avec Dalma. Dalma est un client de Sénat et on leur crée continuellement des produits d'assurance pour qu'eux puissent aller proposer ça à leurs clients, à la marque Dalma, adaptée aux positions de Dalma. Donc ça, tu as ça typiquement en santé animale. Et on parlait en santé humaine juste avant. En santé humaine, on travaille avec des entreprises comme April. April, c'est une marque assez connue en France, un très grand courtier grossiste qui distribue ça. On travaille avec des entreprises comme Unilever. Enfin, voilà. Donc, Sénat, en fait, on a construit un assureur de zéro il y a 5 ans. Enfin, on a démarré il y a 5 ans. Et spécialisé pour la distribution via les courtiers. J'allais dire, balance-moi des chiffres. Qu'est-ce que tu peux dire? Vous êtes combien? Créé il y a 5 ans. Vous êtes combien? On est une 50aine de personnes dans l'entreprise. Ok. On se rapproche de la barre des 100 millions de chiffre d'affaires. Ok. Donc, on est plutôt content de se rapprocher de cette barre symbolique. On pensait la traverser en 2024, ça sera plutôt en janvier ou en février 2025. Okay. Mais on y est. On travaille des courtiers sur 7 différents types de risques. Donc là, je te parlais de la santé humaine, donc la mutuelle des individus. On fait ça en santé, je ne vais pas toutes les lister, mais en santé animale. On fait ça pour les loyers impayés aussi. Okay. Donc typiquement, une entreprise qui peut être plutôt connue de pas mal d'auditeurs, GarantMe, qui aide les personnes à avoir un garant si jamais ils n'en ont pas. En fait, c'est l'assureur qui se porte garant de l'étudiant ou du jeune professionnel qui cherche un appart. L'assureur qui est derrière, c'est Sénat. Ok, mais c'est mon cas parce que finalement, j'ai pas bougé d'appart. Mais depuis que je me suis lancé full time dans mon podcast, j'ai pas de fiche de paye, tu vois. Je suis à mon compte. J'étais dans ta situation. C'est une galère. Et tu sais qu'à l'époque, les entrepreneurs me racontaient ça plusieurs fois dans le podcast en me disant, tu sais, c'est pas facile de trouver un appart. J'étais genre, t'as levé 20 millions, ça devrait aller. Et en fait, non, je commence à comprendre. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais tu nous listais plus ou moins les 7. Donc, une cinquantaine de personnes. Est-ce que tu peux me dire, si là, vous êtes 100 millions après 5 ans, tu peux me dire année 1, année 2, année 3, année 4, en fait, qu'on se rende compte. Bien sûr.
Attends, ça va être marrant, c'est un challenge. Et si l'année- en plus de ça, l'année- t'arrives à dire combien d'employés vous étiez? Vas-y, je te laisse. Alors, les emplois, je suis pas sûr, mais l'année 1, on a fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. C'est mieux que 0. Donc, grosse année. Grosse année. L'année 2, on a fait 2,7 millions. Ok. L'année 3, on a fait 18. Attends, juste 18. L'année- Vous êtes combien? On était 20 à ce moment-là. 1 million par employé, pas mal. L'année suivante, on a fait 47, puis 70, et on devrait faire à peu près 92, 93 cette année. Putain, c'est fou. Ok. Tu vises combien l'année prochaine? Fais pas genre, on n'en discute pas. On est mi-janvier, les gars. Ouais, non, on est en début d'année. Non, on va essayer de péter les scores, mais... On est ambitieux? On est ambitieux. Après, tu sais, on construit un assureur. Mhm. Et donc, c'est assez facile de faire du chiffre d'affaires en assurance. Mais marger, c'est plus compliqué. Mais ce qui est plus difficile, c'est de marger. En fait, beaucoup de gens ont besoin d'assurance. Donc, si tu veux faire beaucoup de chiffre d'affaires, il suffit de baisser les prix. Le problème en assurance, c'est que quand Yacine, je te vends une police d'assurance à 100 euros, bon là, tu vas me payer 100 euros. Mais la question, c'est pas combien d'argent tu m'as payé, c'est combien tu vas me coûter sur l'année qui vient avec tes sinistres. Donc, c'est une industrie où, en Tu peux fait, pas anticiper, en fait. dans un cycle économique inversé, tu vends, puis tu découvres combien ça t'a coûté un an après. Tu peux nous dire combien ça marge environ? Alors, je peux te donner C'est quelques exemples. Ouais, vas-y. En France... Ça veut dire que tu veux pas dire. Non, mais c'est des choses qui sont, je pense, même importantes à savoir. Ok. En France, l'assurance santé, donc la mutuelle des personnes, Mhm. pour 100 euros payés par un assuré, toi, pour ta mutuelle, tu vas coûter à l'assureur, en France, autour de 108 à 110 euros. Donc, c'est structurellement non rentable. Ok. Ouais. Et pourtant, c'est pas obligatoire une mutuelle en France. Et c'est là où on a un grand problème structurel parce que ce qui se passe, c'est que les assurés, donc toi, moi, la perception, c'est qu'on n'a pas assez de valeur. Et moi, je l'ai, quand je vais, tu vois, typiquement, quand j'ai un dîner avec des amis ou avec de la famille, tout le monde me dit c'est trop cher, les mutuelles, etc. Et donc, moi, je suis là avec mon bâton de pèlerin à essayer d'expliquer, en fait, c'est pas assez cher relatif à ce que ça coûte. Donc, il y a un grand décalage entre la perception de valeur des assurés sur les assurances santé et le réel coût de combien ça représente. Mais pourquoi on en vend des assurances santé? C'est Ben, un en produit fait, d'appel pour eux? Exactement. C'est Donc, de l'acquisition. Alors, les dernières années, ça a été des produits d'appel. Parce que généralement, un assureur va pouvoir multi-équiper. Il va te faire ton assurance, après il va peut-être arriver à te faire de la maison, peut-être, tu sais, les assureurs, ils font aussi des assurances vie au bout d'un moment, etc., tu vois. Donc des produits plus margés ailleurs. Mais il y a un autre truc qui s'est passé, c'est que tu changes pas très souvent d'assurance, on est d'accord? J'allais te parler du churn et Voilà. du fait, ok. Et en donc, fait, les 108 se dégraissent. Ce qui s'est passé les 10 dernières années, c'est que les prix ont augmenté un petit peu, tu vois, avec des changements tarifaires tous les ans. Mais le coût des sinistres a explosé en France. Donc ça vous coûte encore plus cher qu'avant? Ouais, exactement. En En fait, les prix d'origine, imagine, toi, imagine tu étais assuré les 5 à 6 dernières années. Mhm. Le prix d'entrée que tu as payé était peut-être un prix relativement acceptable pour l'assureur, mais ce qui s'est passé les dernières années... Je suis désolé, Ouais. on en parlait en off, Ouais. on m'a donné un exemple parfait. Moi, j'ai pas beaucoup d'assurances, mais les assurances obligatoires, genre Luco. Et je crois que Raphaël va passer dans pas très longtemps. Ouais. Luco, prenons l'exemple. Je crois que c'est la 4e année, du coup, que j'ai mon appart. J'ai dû commencer à 14, je suis à 16 euros par mois. Genre, ouais, ça a dû prendre 2 euros. Donc là, par contre, toi, tu leur dis que je leur coûte beaucoup plus cher. Alors bon, ça, faudra voir avec l'assureur qui est avec Luco, mais c'est possible. Après, tu as de la sophistication de pricing, c'est-à-dire selon le profil, selon les zones, etc. Mais il faut regarder très simplement qu'est-ce qui s'est passé ces 4 dernières années sur le marché français. Il y a eu, enfin, dans l'économie française, il y a eu de l'inflation. Ok. Donc typiquement, réparer une fuite chez toi il y a 4 ans coûtait beaucoup moins cher en euros par rapport à aujourd'hui. Or, tu dis que ton assurance, elle a augmenté de 2 euros. Donc, si le prix était correct il y a 4-5 ans, le prix, s'il n'a pas augmenté au minimum avec l'inflation,
Ils n'ont pas augmenté avec l'inflation? Bah, si tu me dis 14 à 16, c'est possible que ça a un peu augmenté. Ouais, parce que sur 14, enfin, 2 sur Possible que ça a un 14. peu ok. augmenté. Voilà. Ça a été plus violent en santé parce que il y a non, mais il y a un problème de budget au niveau de la sécurité sociale. Et Pas de politique dans ce podcast. non, mais non, c'est des maths. Et ce qui se passe, c'est que la Sécu couvre de moins en moins pour arriver à rentrer dans ses frais. Parce que finalement, toi, tu payes ta Sécu via tes fiches de paye, donc leurs recettes, elles sont stables. Mais ils voient qu'ils dépensent trop d'argent avec les remboursements. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils couvrent de moins en moins de choses. Tu vois, tous les ans, ça s'appelle le retrait de la Sécu. Mais les gens, ils ont quand même besoin d'être assurés. Donc, la différence est remboursée par ton assurance privée. Et là, il y a ce qui s'appelle les transferts de charges. Il y a des grands transferts de charges tous les 2 ans, grosso modo. Et ça augmente radicalement les coûts pour les assureurs. Donc c'est quoi? C'est l'État qui dit aux assureurs de payer une plus grosse part? Bah là, dans le plan budgétaire qui n'est pas passé en Q4, il y avait 1 milliard de transferts de charges. C'est-à-dire, toi, à titre perso, tu allais quand même être remboursé une partie par la Sécu, une partie par ton assureur. Mais c'est le business. Mais l'assureur allait au global rembourser 1 milliard de plus qu'avant et la Sécu 1 milliard de moins. Et donc, si les assureurs n'avaient pas augmenté leur prix d'1 milliard, ils n'allaient pas s'y retrouver. Mais toi, tu le vis comment? J'essaie de comprendre. Je le vis super mal. Non, mais en vrai, on parle des augmentations, mais c'est pas pour autant que le marché de l'assurance va mourir demain. J'ai l'impression que c'est presque devenu une commodité. On en a besoin. Enfin, tu vois, l'assurance habitation, c'est juridique, enfin, c'est légal, il me semble. Pour la plupart des garanties, oui. Mais moi, en fait, c'est ce qui nous motive chez Sénat. Tu vois, tous ces grands problèmes structurels, là, je t'ai pas parlé aussi des problèmes du changement climatique qui vient foutre en l'air complètement les modèles tarifaires, des assurances pour les habitations, pour les voitures, enfin pour tout, hein, ça met le feu littéralement au modèle des actuaires qui sont les statisticiens en assurance. Et une des motivations de créer un assureur et en repartant de zéro, c'est aussi pour pouvoir contribuer, je dis pas que Sénat va réussir à régler tout le problème, mais contribuer au fait que l'assurance reste agile, invente des nouvelles choses, plutôt que se dire « Waouh, plein de choses sont en train de changer et moi, en tant qu'assureur, je reste immobile et je ne m'adapte pas. » En 2025, trouver une assurance santé pour un senior sans péter la tirelire, mais genre vraiment péter, c'est très difficile. Si tu n'es pas déjà assuré, les prix sont vraiment très élevés parce que ça coûte très cher. Et donc, en face, tu as 2 solutions. C'est soit tu augmentes monstrueusement les prix, mais résultat, tu es complètement déconnecté avec le pouvoir d'achat des assurés. Soit tu couvres pas. Ou tu viens faire de l'innovation autour du produit d'assurance. Tu montes des gammes peut-être un peu plus compliquées avec certaines choses qui sont très bien couvertes, certaines un peu moins, plus adaptées au profil, etc. Et ça, c'est le type d'innovation sur lequel c'est notre travail. Est-ce que vous avez levé de l'argent? Ouais, on a levé autour de 50 millions d'euros. À quel moment On a fait 3 levées de fonds. On en a fait une en 2019. À la création? Tout juste après. Ouais, non, mais c'est ça, la première année, les 5 000 euros de CA, c'était créer le produit, en fait. Ouais, exactement. En fait, c'était le tout début de Sénat, c'était demander un agrément à la CPR, parce que quand tu es un assureur, il y a de la réglementation. Donc, c'était demander un agrément. Ça a pris combien de temps, ça? 18 mois. Ouais, quand même. Ouais, ok. C'est des délais incompressibles. En fait, ça faisait 25 ans que l'ACPR n'avait pas donné un agrément à une nouvelle compagnie créée et autonome. Juste avant nous, il y a Alan, superbe boîte, qui l'avait fait sur la santé, et nous, on l'a fait sur les assurances dommages, donc sur les biens. Donc, c'était surtout assez nouveau pour eux. Ok. Et ça se comprend parce que finalement, un assureur, il a des responsabilités, il ne doit pas faire n'importe quoi avec l'argent des assurés, enfin, c'est très réglementé et c'est pas facile de donner un agrément à une start-up qui arrive. Bien sûr. Donc, dès le début, donc ça, c'était le chemin. Il y a eu des capitaux qui ont été levés parce que quand tu es un assureur, il faut aussi un bilan, il faut des fonds propres pour absorber les chocs, tous les trucs qui sont très non, mais c'est logique, faut pas que la boîte fasse faillite demain et qu'il y ait des garanties. Ouais. Voilà. Et après, on a fait notre bonhomme de chemin et c'est en fin 2020, en décembre 2021, si je ne me trompe pas. Covid encore. Non, après. Ouais. Ouais.
où on a fait une levée de fonds de 30 millions d'euros. Mais là, on avait déjà notre produit, on commençait à commercialiser et on voulait accélérer. Tu vois, t'as parlé d'Alan et j'avais déjà reçu son fondateur. Alan, ils sont énormément en interne. Je vais te parler de deux choses d'ailleurs. Et Alan, c'est une marque. Et Senna, je ne sais pas si c'est une marque, ou du moins assez connue. On va en parler parce que vous êtes en marque blanche, si je ne me trompe pas. Mais avant ça, je connais pas beaucoup de boîtes qui lèvent 50 millions et qui sont moins de 50 employés. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pété un câble, vous étiez 200 et ensuite il y a eu une restructuration de l'équipe ou même pas? Alors, je dis péter un câble, mais c'était l'Eldorado aussi à l'époque. Non, oui. Il y a eu ce truc d'hypercroissance, ouais. Oui, je vais t'en parler. En fait, non, on a. Je te parle de ça, après je reviendrai sur ta question autour des effectifs et comment ça marche. Ok, mais, donc la marque blanche du coup. Quand on a levé les 30 millions d'euros, okay. C'était tout en haut du cycle boom de la tech. La fin même du cycle. Tu disais que on était dans les derniers mois, donc on était vraiment tout en haut, quoi, avant que ça s'explose. Okay. T'as eu peur sur cette levée? Non, parce qu'on était vraiment tout en haut et c'était encore the good times, quoi. Et donc on a closé en février 2022, on avait signé les choses en décembre 2021. Okay. Je vais donner un ordre d'idée, on était une vingtaine de salariés à ce moment-là. Et dans le plan, on avait prévu de recruter 100 personnes en 2022. On a senti que le marché tournait et l'équipe a proactivement convoqué le conseil d'administration en disant « Salut, vous venez d'investir, on avait un plan, mais on va le changer. » C'est une sorte de pivot. Dans la strat en tout cas. On continuait le même business, mais on voulait conserver un maximum de cash. Et en fait, plutôt qu'essayer de tout faire en même temps, ce qui souvent, quand tu lèves beaucoup d'argent, c'est pour démultiplier les projets que tu vas faire en même temps. Tu vas lancer des nouveaux produits, tu vas accélérer l'acquisition de clients, tu vas ouvrir des pays. Tu sais, c'est pour faire plein de choses en même temps. Et donc, là, le plan qu'on a proposé au board, c'était on va recruter plutôt 20 personnes. Et tout ce qu'on avait prévu de faire en même temps, on va le faire en séquence plutôt qu'en parallèle. Okay. Et donc en fait, on va conserver beaucoup de cash. C'est quoi? Vous faites des sortes de... Vous aviez vraiment des runways où dire ok, bah là on accorde X du montant de la levée à ce projet-là spécifiquement. Ça, c'était déjà prévu quand on disait qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, quand on levait l'argent. Et donc finalement, c'est plutôt qu'essayer de tout faire en même temps, on les a mis dans l'autre sens. Ok. C'était un poil plus lent, tu dirais, sur la sortie de certains plus lent. Produits. Oui, beaucoup plus. Non, mais beaucoup plus conservateur. Les 20 personnes. Est-ce que la strat c'était de recruter des gens hyper seniors et de te dire que très expérimentés vont offset les 3 personnes que tu voulais recruter sur un autre poste? Ouais, la stratégie talent de Senna, ça a toujours été de recruter des gens expérimentés et autonomes. On a fait ça depuis le début. En fait, il n'y a pas de junior chez Senna. Okay. Alors, là, on a recommencé, il y a peut-être un an, on a commencé à recruter des juniors. Et en fait, c'était un côté pragmatique qui est, je pense que quand tu recrutes des équipes juniors, tu as aussi une responsabilité de les former. Oui. Et pas uniquement de leur donner des petites tâches. Moi, il y a une expression que je déteste dans les entreprises, c'est « il faut qu'on recrute une petite main ». Pour moi, c'est non. Okay. C'est là ou c'est... C'est là non plus. Et on est arrivé maintenant à un stade plus de maturité où on a pu commencer à le faire parce qu'il y avait un encadrement. Et les jobs qu'on créait étaient des vrais jobs. Et pas uniquement, ces tâches-là, elles m'embêtent, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Il y a un deuxième facteur, c'est qu'on a un métier, comme tu l'as compris, en interne, très technique chez Senna. Et ça rejoint un peu ta question sur comment c'est possible avec aussi peu de gens. C'est qu'en fait, nous, on fait quoi comme activité dans le bureau qui est derrière moi? On price des produits d'assurance, on développe des technologies pour suivre la rentabilité de produits d'assurance et de portefeuille, on fait des calculs de réassurance. En fait, c'est que du technique. On fait de la data science, de l'engineering, etc. En fait, une chose que je dis souvent quand j'explique le business de chat, c'est le téléphone, il ne sonne pas chez nous. En fait, tout est chez les courtiers. Tu vois, nous, on est vraiment une plateforme. Ouais, la merde, les courtiers, ils vous défoncent. Voilà, mais ce sont nos clients qui font toute l'interaction avec l'assuré final, toute la gestion des sinistres, tout le service client, etc. Okay. Donc nous, on a vraiment un travail d'infrastructure, on va dire.
et résultat, il est très technique. Et donc, on a besoin que chaque personne soit très expérimentée pour chacun des métiers chez Sénat. Tout le temps focus assurance. Ouais. Même quelqu'un qui vient du marketing, de la com, c'est quand même quelqu'un qui connaît l'industrie. Non, pardon, j'avais pas compris ta question. Sur des fonctions un peu Je pense qu'on va avoir certaines fonctions où on recrute des gens qui viennent pas de l'industrie, qui n'ont pas cette expertise. Tu as donné l'exemple en marketing, on a recruté des personnes qui venaient du logiciel et d'autres startups et qui ensuite sont formées par leurs collègues. En engineering, c'est le cas aussi. En product, on a fait les deux. Ouais, parce que j'allais dire. On a fait les deux selon les différentes parties. Ok. Mais il y a un réel avantage à connaître le métier. Et une question qui me turlupine depuis tout à l'heure, je suis désolé. Ouais. T'es matheux, toi? T'aimes bien les chiffres? T'aimes bien l'argent? Je suis plutôt. Non, alors franchement, je dirais pas que je suis matheux quand tu regardes le calibre des personnes chez Sénat. T'as fait quoi, toi, comme étude avant? Moi, j'ai fait des études de commerce. Mais par contre, j'ai toujours été. Un businessman qui embauche des actuaires, quoi. Voilà. Mais. Ou des ingés, ouais. Je suis analytique. En fait, je suis assez à l'aise avec les chiffres. Ok. Mais je suis pas matheux. Mais simplement par respect relatif aux personnes que je connais qui sont très matheux. Ok, très très clair. On parlait des équipes, etc. Mais du coup, tu as un peu répondu à ma question par rapport à Alan. Par contre, il y a une chose que Alan, je suis sûr, ils ont mis de l'argent dedans. Je veux savoir si vous, c'est le cas. En fait, est-ce que il y a eu cette stratégie de marque? Est-ce que t'as pas le seum que tu sois pas aussi connu qu'un Alan ou qu'un Luco? Luco a eu de la chance et du B2C en direct, il commercialisait. Mais ouais, chaque entrepreneur a une part d'ego, on va pas se mentir quand même. Ouais, je vais te raconter un truc drôle. Avant Sénat, dans deux entreprises avant Sénat, j'avais monté d'autres boîtes. J'avais créé une entreprise, cofondé une entreprise avec un ami qui s'appelait La Belle Assiette. La Belle Assiette, c'était une place de marché de chef cuisinier à domicile. Donc, tu crées le restaurant chez toi. Je peux te dire que c'était sexy comme histoire à raconter. Puis en public, auprès des potes, aux gens que tu rencontres, tu dis, ouais, moi, j'envoie des chef cuisinier. Tu sais, ça brille, quoi. Les gens, ils disent, c'est trop bien, c'est trop marrant, raconte-moi, ça marche comment? Oh, j'ai trop envie d'essayer. Et on avait créé une petite marque, tu vois. Maintenant, quand je rencontre des gens et je dis, je gère une entreprise qui s'appelle Sénat, on est un assureur, mais pas un assurant en B2C, on travaille que via les courtiers, etc. Je peux te dire, mais en marque blanche, voilà, exactement. Je suis genre, vas-y, sors les rames pour expliquer le business. Mais ce qui m'importe plus, c'est est-ce qu'on réussit. Et donc, ce que je dirais, là où j'aurais le seum, c'est que si tu parles aux personnes qui travaillent dans l'industrie de l'assurance, tu as notre cible. Et si tu leur demandes est-ce que vous connaissez Sénat et s'ils te répondent non, là, c'est alors là, okay. Là, je suis pas content. Donc, tu as envie d'être connu par les experts, mais tu t'en fous du grand public et de la grosse French Tech et tout ça. Bah écoute, non, sinon je pourrais lever plus d'argent. T'as raison, chaque entrepreneur, enfin, je vais pas parler pour mes confrères et consoeurs, mais il y a quand même une part d'ego. Mais c'est pas être connu, c'est pas ce qui va me motiver le plus. Ok. Non. Par contre, de temps en temps, tu as besoin d'être connu pour réussir. Typiquement, faut lever des capitaux, faut recruter des talents. Tu vois ? Si tu déboules, tu as fait énormément de travail, tu as créé un super produit, tu as les équipes commerciales et marketing qui trouvent des clients, etc. Et tu te dis, OK, j'ai envie d'accélérer, il faut que je lève des capitaux. Tu vas avoir des investisseurs et ils disent, t'es qui ? Ouais, il y a un petit... Bah, tu as un problème, en fait. Mais c'est quasiment un problème d'exécution, tu vois. Donc, c'est de la notoriété, non pas juste pour de l'ego, mais c'est pragmatique parce que c'est un facteur clé de réussite. Et dans les grandes réussites... Mais mets-toi à l'aise. Ouais, bah là, je suis bien. J'ai l'impression que je te fais reculer dans ton siège. Excuse-moi. Ouais, non, pour revenir au sujet, c'est quand tu regardes les grandes réussites, et ça, c'est quand même un des enjeux de Sénat. On est une entreprise ambitieuse. On a envie de réussir, on a envie de gagner. Et il y a quand même un cercle vertueux qui se crée. Tu vois, le succès génère du succès. Et donc, avoir du succès, le faire savoir, disons, sur la place publique,
ça va attirer des meilleurs talents, ça va attirer plus d'investisseurs. Les investisseurs, ils vont avoir envie de financer ta boîte et pas celle de tes concurrents. Ça, vous l'avez fait Les clients, de manière stratégique en amont? je pense qu'on pourrait être meilleur à ça. Ok. Je pense qu'on pourrait être meilleur à ça. Sénat a beaucoup de réussite, tu vois, dans ses chiffres, dans ses machins. C'est pour ça que je suis hyper content de pouvoir participer à ce podcast. Je pense qu'on pourrait être meilleur à ça. Et il faut qu'on progresse, ouais. Je vais vous poser la question parce que tu me dis, est-ce que tu t'es heurté à des gens dans ton écosystème? Tout à l'heure, tu as dit, si ces experts ne connaissent pas, c'est qu'on a un problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, ou pas? Je m'explique, est-ce que vous avez par moment été trop focus, typiquement la première année, dans le produit, et vous n'êtes peut-être pas allé assez parler au marché, par exemple? Sans dire de la com, hein, tu vois, c'est juste... Ouais. Ouais, ça. Ouais. En fait, une chose qu'on a... Tu peux avoir un super produit, mais si tu n'as pas une excellente distribution, un produit qui est moins bon peut quand même te battre. Okay. C'est vraiment les deux. L'exemple qui est souvent utilisé pour expliquer ça, c'est Slack avait créé un super produit. Ils avaient une distribution moins puissante que Microsoft et Teams. Teams est devenu, alors qu'en soi c'était un produit, quand tu regardais objectivement, qui était moins bien, Teams a battu Slack d'un point de vue arrivé à l'échelle et gagné. Les deux ont réussi, hein, faut pas exagérer, ça a quand même été un succès. Et tu vois Slack, hein, mais mais on est dans notre petit écosystème. Oui, bien sûr. Tu vas dans le monde corpo, il y a pas Slack. Tu vois, les grandes entreprises, c'est Microsoft, tu vois. Et tu vois cette puissance de la distribution. Et je vais revenir au sujet, c'est que Sénat, on a fait beaucoup de travail autour de la qualité de notre offre, l'accompagnement des courtiers, notre technologie pour. Si tu fais un super produit, mais tu as d'autres assureurs qui ont des propositions qui sont peut-être un peu moins bien disantes, mais par contre qui sont très présents sur le marché, qui sont connus et qui font beaucoup de relationnel, ils peuvent quand même te battre. Donc je pense que justement c'est un point sur lequel Sénat va se développer. Mais heureusement, on a une très bonne équipe commerciale qui, elle, est beaucoup sur le terrain, beaucoup au contact du marché et des clients. Mm-hmm. Mais il faut que l'entreprise contribue à ça et que ce ne soit pas juste sur les épaules de l'équipe commerciale, quoi. Est-ce que tu es un bon CEO? Et qu'est-ce qu'un bon CEO? Ah tiens, on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un bon CEO selon toi? Écoute, je pense que le mieux, ça serait de demander aux équipes et aux actionnaires. Toi, tu essaies quand même d'être un bon CEO tous les matins quand tu te réveilles, j'imagine. Je pourrais pas être juge, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'essaye et je me forme pour l'être. Ok. Et c'est pas juge, hein, mais bon CEO. Non, mais ça fait une dizaine d'années que je fais ça, un peu plus. Je pense que je me rapproche de plutôt 15 ans. Et quand je regarde ce que je faisais, l'impact que je pouvais avoir, tant sur la perf des entreprises, mais aussi la satisfaction des membres d'équipe. Tu vois, est-ce que c'est une chose de faire des choses bien d'un point de vue business? Si tu crées un environnement qui est complètement dégueulasse pour tes équipes, tu failles quand même, quoi. Bien sûr. Mais de la même manière, si tu crées un superbe environnement pour tes équipes, mais ta boîte, elle ne fonctionne pas, finalement, ce qui est attendu de la part des équipes, c'est quand même que la boîte fonctionne et qu'ils puissent se développer grâce à ça. Quand je constate ce que je faisais il y a 5 ans, il y a 7 ans, je pense que je fais mieux aujourd'hui. C'est quoi ce que tu faisais? Mais par contre, je peux te parler d'une immense claque que j'ai prise. Vas-y, pas. Il y a mon entreprise précédente qui s'appelait GoCater, je l'ai cédée à notre concurrent américain qui faisait la même chose que nous aux États-Unis. On est d'accord, t'as revendu 2 boîtes avant, c'est ça? Ouais. Et j'étais, tu vois, alors là, t'as vendu ta boîte, t'es là, tu roules des mécaniques à une boîte américaine basée à Boston, tu vois, trop classe et tout. Tu te dis, c'est bon, je suis le CEO qui a tout compris, quoi. Et en fait, dans le deal, je travaillais avec cette boîte américaine, donc j'ai rejoint leur COMEX, et je m'occupais de leur activité à l'international. Et donc, tout à coup, j'avais une boss, la CEO de EasyCater, qui est basée aux États-Unis. Femme extraordinaire qui est devenue une de mes mentors, et qui avait finalement acheté ma boîte, quoi. Et donc, j'avais pour la première fois depuis une dizaine d'années une boss, CEO, avec une trentaine d'années d'expérience en tant que
pas que CEO, elle avait été exec dans d'autres entreprises. Avant, elle avait fait du conseil, mais tu vois, elle avait bien une vingtaine d'années d'expérience en tant que patronne, CEO de ses propres entreprises. Ok. Et je peux te dire la claque que j'ai prise les 6 premiers mois où j'ai réalisé, ok, en fait, je sais pas faire le job. Ok. Ou pas aussi bien qu'elle. Non, mais exactement. Mais J'ai tu vois, une petite partie par tu vois, rapport. Ok. je sortais d'une ligue d'amateurs et j'ai vu la Champions League, tu vois. C'était en anglais, tout ça, on est d'accord? Ouais. Elle Moi, est je suis américaine. français et irlandais, donc j'étais assez à l'aise, tu vois, pour English. un petit peu. Et T'allais me faire le Yes I Do avec un bel accent. Yes, I do. Mais C'est quoi les dingueries où tu t'es dit, mais c'est un truc de fou, et je sais pas si c'est rattaché au fait que ce soit elle ou que ce soit des Américains, mais je te parle dans le style on parle de management, c'est je vais parler intéressant, du ça. leadership, moi. non, je pense que non, c'est pas une question de nationalité. Enfin, il y a peut-être quelques spécificités, mais j'avais vu d'excellents CEO en France où je me disais waouh, j'ai du boulot. En fait, être CEO, c'est comme n'importe quel autre métier. Hein. Tu vois, tu développes des Mais c'est très compétences, t'apprends, bah, t'as beaucoup d'humains, t'as énormément de recrutement, savoir s'entourer, t'as de la stratégie. Enfin, c'est un mix de compétences, quoi. Mais en France, moi, j'avais eu une expérience avec un super CEO qui a repris Atos récemment, qui s'appelle Philippe Salle, à l'époque où il travaillait chez Elior. Parce que j'avais fait un deal aussi avec lui pour une de mes entreprises et donc j'avais eu de l'interaction assez régulière avec lui et pareil je me suis dit putain ok Quand tu dis ça, c'est important. c'est quoi, c'est du charisme? non non c'est plus sur content. Je peux donner quelques exemples concrets. Vas-y. Stéphania aux États-Unis chez EasyCater avait des compétences d'analyse de profil. Tu vois, est-ce que j'ai les bonnes personnes autour de moi ou pas? Extraordinaire. Et en fait, elle m'a secoué le cocotier là-dessus. Où typiquement, à des moments, on prenait des dirigeants, tu vois, et elle me disait, OK, c'est quoi les compétences et c'est quoi la next step de développement de cette personne, tu vois. Et elle arrivait, tu vois, avec 2 heures d'observation et d'échange. Elle y arrive encore, tu vois, à dire, OK, lui ou elle est très fort là-dedans. Là-dessus, il va falloir s'améliorer. Cette personne, il faut absolument regarder. Cette personne, il faut s'en séparer, tu vois. Mais genre, et en de fait, manière détachée, émotionnelle, très objective. Ouais, mais surtout, Okay. correct. Ok. En fait, c'est surtout ça, tu vois. C'est est-ce que tu as la bonne analyse? En fait, toutes les raisons qu'elle t'a toujours données. Enfin, je suis sûr qu'elle s'est gourée sur 2-3 trucs. Oui, mais... bien sûr, mais ça Ouais. te paraissait logique et légitime, quoi. Exactement. Et finalement, en tant que CEO, c'est un truc clé, quoi. Tu vois, c'est de savoir est-ce que j'ai le bon talent pool et pour chaque profil, ce sur quoi je peux vraiment m'appuyer, les trucs sur lesquels il faut que je coach, les compétences que je peux gagner, etc., quoi. Comment on fait? Enfin, je veux dire, t'as jamais été formé et là, on parle d'humain. Est-ce que déjà le CEO d'une n'importe quelle boîte qui a plus de 3 personnes, enfin, c'est un job d'humain, de gestion de relations humaines et d'optimisation du potentiel des personnes? Comment tu te formes là-dessus? Enfin, je sais pas si t'es d'accord. Ouais. Vous avez 30 secondes. Non, mais t'as une part d'expérience de faire des conneries et d'apprendre de tes conneries. Ça, c'est une manière et ça joue, hein, tu vois. J'en ai fait des bêtises à ce niveau-là dans le passé. Et t'as une autre part qui est de travail et typiquement un truc qu'elle me demandait de faire. C'était un peu comme les devoirs, mais moi ça m'allait. C'était de prendre des profils et de prendre une feuille blanche et d'écrire mon analyse, quoi, tu vois. Et après ça t'aide à mieux recruter, forcément. Et de réfléchir de manière stratégique autour de ton talent pool et pas juste opportuniste. Tiens, il me manque une personne. Tiens, bon, allez, cette personne fera l'affaire, etc. Mais ça, c'est une petite facette du métier, quoi. Déjà, mais vu qu'on parlait d'humain, c'est de l'analyse. Excuse-moi, ça m'intéresse tellement. Après, on arrête là-dessus et on repasse à autre chose. Juste savoir, t'as réussi à développer une sorte de skills, tu sais, de soft skills où t'observais pas assez, t'écoutais pas assez peut-être avant, où t'as appris à mieux écouter. En fait, j'ai surtout appris, mais je pense que j'ai encore beaucoup de marge de progression, mais
j'ai surtout appris à me poser et de réfléchir au sujet. C'est con, mais de T'es à prendre 1000 à le l'heure, temps. toi. Bah ouais, sinon Ok. t'es juste en train de carburer. Et en fait, donc résultat, maintenant j'ai des rituels tous les trimestres Ok. et tous les membres du COMEX de Sénat le font aussi, où on fait une people review pour forcer ce moment de réflexion. Et c'est à la fois pour te dire est-ce qu'on a les bonnes personnes relatives à la stratégie, mais c'est aussi pour te forcer à te dire, enfin, te forcer à vérifier est-ce que je suis correctement en train d'investir pour aider ces personnes à se développer. Donc, Et on revient de typiquement, la responsabilité. voilà, et typiquement, on le fait une fois par trimestre. Donc, en fait, si c'est pas forcément quelque chose de naturel, tu peux créer des rituels pour le faire. T'es papa, on est d'accord? Ouais, j'ai 2 garçons. On n'en parle pas encore. On est sur les employés. Je sais tu en avais parlé, pardon, en amont de la culture d'entreprise. Vous faites quoi pour attirer des talents? Et je vais aller plus loin. Là, tu me le parles, mais c'est toi, tu vois, c'est un CEO, c'est toi. Ça veut pas dire qu'on a tout le temps bossé avec Steven ou quoi. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place, non pas enfin, déjà pour les attirer, mais pour les garder. Tout ce que tu me racontes, on pourrait croire que c'est ces beaux podcasts qu'on balance sur les réseaux. Ouais. Mais en quoi, tu vois, un truc peut-être un peu plus tangible. Ou alors, je vais tous les interviewer un par un. Non. Pas beaucoup en soi. Tu sais quoi, je pense que on n'a pas forcément très très bien fait ça dans la vie de Sénat, mais depuis 1 an et quelques, on le fait très bien, et je vais t'expliquer le changement. Avant ça, on a eu quelques problèmes de rétention. Ok. Tu vois, on a des gens qui partaient alors que c'était vraiment pas bien pour l'entreprise parce que notre proposition de valeur était inadaptée, etc. Tu vois, on s'est merdé là-dessus et c'est difficile à vivre pour les équipes aussi, tu vois, parce que tu vois des collègues de qualité qui peuvent partir, etc. Après, je suis content pour eux parce qu'ils allaient faire des grandes choses dans l'industrie, mais on a eu à des moments ce challenge-là. Et après, franchement, c'est très difficile de construire une boîte quand tu peux pas t'appuyer sur les gens qui restent et qui se développent. Surtout que tu vends de la confiance, on n'a pas. Ouais. Faut le rappeler ça. Donc, on a fait un exercice qu'on n'avait jamais fait avant. On a travaillé les USP, les Unique Selling Propositions de Sénat, non pas pour ses clients. Tu sais, une entreprise doit décider comment elle se positionne. Pardon, je reprends. Une entreprise, quand tu dis j'ai un marché, tu choisis ton positionnement. Tu te dis ce sur quoi tu vas être fort et meilleur que tes concurrents et les autres choses sur lesquelles tu acceptes de ne pas essayer d'être meilleur que les autres parce que tu ne peux pas être bon à tout. Tu vois, une entreprise qui est bien positionnée dans le marché, c'est qui a fait des choix. Et beaucoup d'entreprises pensent à ça vis-à-vis de leurs clients. Mais pas du recrutement. Et nous, on a réalisé, putain, mais en fait, peu d'entreprises pensent à ça vis-à-vis de leurs clients le plus important, qui sont leurs salariés. Et en assurance, tu as un truc qui est assez compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de recruteurs, d'entreprises qui vont proposer des jobs qui ont pas mal d'argent. AXA, Allianz, c'est quand même des boîtes qui ont plein de thunes, plein d'avantages. Mais ils ont des projets qui sont peut-être un peu moins intéressants, un peu moins excitants, un peu moins dynamiques que Sénat. Un environnement de travail peut-être beaucoup plus flexible à certains niveaux, mais peut-être un peu moins stimulant de l'autre. Et donc on a réalisé ça, on a fait un exercice qui était de définir les 3 choses sur lesquelles Sénat devait être bien meilleur que la concurrence en termes de proposition de valeur employée. Et après, par contre, on a statué que pour toutes les autres choses, il fallait qu'on soit pas mauvais, parce que sinon c'est trop chiant pour les salariés, mais moyen. Ok. Dans la moyenne. Ok. Dans la moyenne, ou juste en dessous. Ouais, faut avoir un Voilà. truc. En fait, étant en France, on s'est dit, les 3 trucs, il faut qu'on soit des 19 ou des 20 sur 20. Et les autres, il faut qu'on soit des 14 sur 20. C'est les 3 USP là Voilà. dont tu parles. Et donc les 3 USP, c'est quand tu es chez Sénat, première chose, tu peux activement contribuer à un projet très ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelle que soit ta place dans l'organigramme, tu crées des choses, tu peux lancer tes initiatives et t'es acteur, y compris sur la strate de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. En fait, t'es entrepreneur. Donc on va être cash. Ouais. T'es en réu. T'as aucun souci à ce que le nouveau vienne te challenger toi? Ben ça, c'est évident. Ok. Parce que les réus, c'est des moments où on doit avoir des débats d'idées. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est que c'est la personne qui est le plus proche du terrain, qui connaît la réalité,
qui vient et qui dit non mais ça pour nos clients faut pas le faire, c'est une mauvaise idée, etc. Ok. Mais non, mais c'est surtout Une chose, tu vas valoriser quelqu'un qui prend des initiatives, Pierre qui s'exprime. Je ne vais pas dire qu'il s'impose, mais pas quelqu'un qui. Ok. Bon, après on a des mécaniques, faut pas que ce soit le bordel non plus. Donc on a des rythmes de moments où on a des réflexions stratégiques et c'est le moment de lancer des débats et d'arriver et d'ouvrir sa gueule bien haut et fort. Mais avec de la data, etc. Et par contre, chez Sena, une fois qu'une décision est prise, on s'y tient et tu ne reviens pas dessus, quoi. Mais numéro 2. La première chose, c'est vraiment, en fait, chez Sena, tu as des entrepreneurs. Donc c'est une cinquantaine d'entrepreneurs. Ouais, exactement. Le deuxième élément, c'est quel que soit le succès business de Sena, que l'entreprise, elle fonctionne ou qu'elle se plante, tu seras développé personnellement plus rapidement qu'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Chez Sena, on forme les gens sur les compétences. On est hyper proactif sur les changements de job en interne. Et tout le monde est différent. Il y a des personnes qui veulent développer des skills. Il y a des personnes qui veulent travailler sur des projets différents de leur compétences core. Il y a des personnes qui veulent bosser sur la strat à des moments, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que tu seras une bien meilleure version de toi-même quand tu quittes Sena, parce qu'à un moment, tu vas partir et que tu vas aller postuler pour d'autres jobs. Même si l'entreprise commercialement se sera plantée, tu pourras dire « je suis beaucoup plus skilled qu'avant ». C'est juste... attends, je te laisse terminer le troisième. Non, et le troisième, c'est une promesse qui est d'être entouré par une équipe de très haute qualité qui va te challenger et qui est aussi très agréable. Okay. Et donc, typiquement, là-dessus, le type d'investissement qu'on fait, c'est qu'on fait très attention à nos recrutements. Et malgré le fait qu'on peut avoir des membres d'équipe, en remote, c'est bien d'avoir une équipe, c'est mieux de l'avoir et de créer des interactions et de bénéficier de leur présence. Mais tu l'imposes pas. C'est-à-dire que tu as envie que ce soit eux-mêmes l'impérer. 6 fois par an, on impose à tout le monde de venir au bureau. 6 fois? Ouais. Ah, je crois qu'on... Ça va. Non, mais c'est pour quelques jours. Mais tu vois, il y a des moments où tu n'as juste pas le choix, tu vois. Mais c'est intéressant, 6 fois, ça veut dire que c'est... Vous avez calculé, c'est tous les 2 mois, en fait. Ouais. Ok. Juste avant, tu as dit, et on va être honnête, en gros, quand ils vont repartir de Sena ou quand ils vont quitter Sena, et tu as dit quelque chose du genre, parce qu'on va être honnête, ils vont pas passer leur vie ici. Je trouve que c'est tellement tabou. J'ai l'impression que quand on rentre dans une boîte et qu'on passe des entretiens, à l'époque en tout cas, il faut limite faire croire que tu as envie de prendre la place du calife, quoi, ou faire non, c'est pas vrai en fait. Ouais. De faire ta petite place, de rester, tu vois, c'est dur, on te dit ouais, moi je veux grossir, je veux avoir un gros poste, mais en même temps je veux dire, enfin, tu vois, perspective d'évolution, tout en disant non, c'est chez vous que je reste. Toi, tu es en train de me dire que tu sais que les personnes que vous recrutez, elles sont là, elles sont de passage. C'est dur, non? Ouais, si. On reste humain, quoi. Non, moi je trouve ça très positif. Alors là, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est les tour of duty. C'est que tu viens, tu fais des années et tu repars. Et après, la question, c'est est-ce que tu veux faire un 2e cycle, un 3e cycle? Okay. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Vas-y. Qui m'a vraiment marqué. Et c'est pour ça que je suis assez à l'aise avec ce concept. Il y a 13-14 ans, le premier investisseur qui m'a suivi, Business Angel, c'est un gars qui s'appelle Laurent Sachs. Je sortais d'école. Franchement, honnêtement, maintenant quand j'y repense, c'était un peu un taré parce que je suis pas sûr que j'aurais investi dans moi-même à ce moment-là. En tout cas, il nous a fait confiance à moi et mon associé qui s'appelait Giorgio. Et il dit, ok les gars, moi je vous suis sur votre idée, je vais investir. Je dis, putain, mais c'est qui cette dingue? Mais il me dit, par contre, je vais pas investir tout de suite parce qu'avec Giorgio, mon associé à ce moment-là, vous n'avez pas une conversation qui est la plus importante, c'est comment vous allez vous séparer. Donc je lui dis, mais Laurent, de quoi tu parles? Je viens juste de m'associer avec ce mec. Et il me dit, en fait, une entreprise, c'est un mariage, mais où tu es 100% sûr que ça va finir en divorce. Soit tu vas vendre la boîte, soit à un moment, quelqu'un va se barrer. Et si vous n'avez pas déjà eu la conversation et le contrat pour bien écrire qu'est-ce qui se passe si il y en a un, il en a ras-le-bol, il veut se barrer, vous vous entendez pas, ou même le jour où vous vendez la boîte, comment ça fonctionne, c'est sûr que demain, vous allez vous engueuler. Or, si vous avez eu la conversation dès le début, les choses sont mises sur la table, on a déjà parlé du truc, quoi. On n'aime pas parler de choses négatives avant qu'elles arrivent. Ouais.
Mais c'est le rôle d'un assureur aussi. Non, mais t'es pas. Donc moi, t'imagines la conversation bien grave. Je lui dis, t'es sûr, Laurent, tu veux pas juste investir dans la boîte? Il me fait non, il faut que t'aies cette conversation. Et en fait, elle a été hyper simple. Vous êtes dit quoi, ouais. Bah déjà, on s'est dit, il y a peut-être un moment où je pourrais me barrer. On a eu plein de discussions autour de voici ce qui me ferait partir. Et après, des discussions assez simples. Si je pars, je veux pouvoir garder certaines de mes actions, le reste, je te les vendrai. Tu sais, toutes les conversations qui se retrouvent dans les packs d'actionnaires. Mais comme les choses sont dites, et finalement, on a bossé ensemble pendant 7-8 ans et on a fini par vendre des entreprises ensemble. Donc ça s'est très bien passé. Mais à un moment, il est parti, mais on avait déjà eu des conversations. Et je me souviens quand il est parti, enfin, quand on a décidé, en fait, on l'a fait vraiment ensemble. On s'est posé dans un bar rue du Faubourg Saint-Denis à Paris. Ouais. On a commandé une bouteille de vin à deux, une bouteille de vin rouge, je me souviens très bien. On l'a sifflé en mode oh putain, ça va être horrible cette conversation. Et en fait, on s'est juste marré, on a eu la conversation et c'était plié quoi. Ouais, ok. C'était un au revoir, mais c'était même pas. Non, mais on tournait autour. Non, mais on n'avait pas encore officialisé la conversation, mais on savait tous très bien qu'on allait l'avoir quoi. Et aujourd'hui, on s'entend bien. Et donc, c'est pareil, je pense, avec les salariés. Donc, en fait, moi, ce que je demande aux membres d'équipe, c'est que je leur dis, il y a un moment, tu vas partir de Céline. Ce que je te demande, c'est de me le dire le plus tôt possible. Si tu me le dis quand tu commences à avoir des doutes, soit j'arriverai à régler le problème qui crée les doutes, donc au moins donne-moi une chance de régler le problème. Donc, en fait, le mieux que tu peux faire, c'est me tenir au courant. Mm-hmm. Et si je peux pas régler le problème ou c'est juste qu'on arrive à la fin d'un cycle, c'est pas dramatique, mais par contre, on va pouvoir travailler ensemble pour deux choses. Un, s'assurer que ton next move, c'est le meilleur. Tu vois, peut-être que l'entreprise peut aider à faire des recos, à ouvrir des portes, à faire que plutôt que prendre un job un peu random, tu prennes un encore meilleur job, si on peut être proactif dessus, et faire une passation hyper smooth avec en interne. Ça, ouais. Et en fait, tu as raison, c'est une espèce d'immense tabou dont peu d'employeurs parlent et les salariés ne parlent pas. Et tu sais, t'arrives un jour du lendemain, surprise, voici ma démission. Et t'es genre, quoi? C'est le bordel. Oui. Ah oui, et mon nouvel employeur aimerait que j'arrive dans 3 semaines. Oh putain, comment on va s'organiser? Alors qu'en fait, c'est pas si grave, tu vois. Si t'arrives et tu dis, écoute, on a fait un super chemin ensemble, on a fait progresser la boîte, je comprends le nouveau plan stratégique. En fait, tu sais quoi, j'ai peut-être pas soit envie, soit peut-être, tu sais, les startups, c'est assez crevant aussi, j'ai peut-être pas forcément l'énergie. J'ai aussi peut-être envie de capitaliser sur tout ce que j'ai appris pour repartir ailleurs et faire autre chose. En fait, il vaut mieux avoir une conversation très positive et dire, tu sais quoi, je suis trop content pour toi, go, faisons ça ensemble, plutôt que garder ça un peu de son côté et après devoir gérer un tas de merde. Tu me vois rigoler, Steven, mais tu m'as l'air d'être un bel humain, mais franchement, les gens, ils ont peur. Est-ce que tu vois ce rapport des employés versus employeurs et de se dire que eux, ils sont venus chercher un job qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Ils ont une vie, ils ont des intérêts. Il y a X collègues qui peuvent pas le gérer, ils vont pas te le dire. Là, je t'ai parlé beaucoup de théorie. En pratique, c'est plus compliqué. On n'a pas dépassé la crainte de si je dis que je vais peut-être partir, je vais peut-être ruiner mes opportunités dans la boîte parce que tout à coup, je vais être placardisé ou autre chose. Tellement peur de la peur de la réaction du manager en mode putain, tu m'abandonnes, c'est trop abusé, tu pourrais faire autre chose. Et elle est légitime parce qu'il y a des gens qui ont réagi comme ça avant, même historiquement. Mais bon, tu te dis, ok, ça c'est des craintes. Si je peux peut-être motiver la moitié des personnes, tu vois, avec lesquelles, ou même plus, avec lesquelles on collabore, que ça peut bien se passer. Et en fait, souvent, tu le fais en montrant des bons exemples. Tu dis, tiens, voici comment ça s'est passé avec un tel qui est parti. Et de voir que ça, tu vois, tu dédramatises la chose. Puis je sais qu'il y a la rupture co, le chômage. Enfin, c'est tellement des... Tu vois ce que là, il y a des gens... D'ailleurs, on va pas se mentir, les employés, ils commencent à lever le pied, mais ils sont déjà en train de chercher un nouveau job. Et c'est le jour où ils ont leur nouveau job qu'en général, ils posent l'ADEME. En France, on a ça. Je connais tellement de personnes qui sont au chômage par moment et tu sais, qui n'apprécient pas ce moment off parce qu'il est... il est anxiogène, quoi. Ils savent pas ce qui va se passer après. Bref. On est parti un peu dans tous les sens. Je vais te poser une question. On va terminer là-dessus, parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. On va parler de l'art de prendre des risques. Attends, non, je voulais te poser cette mini-question avant, ça va te lier un petit peu. Est-ce que tu as dû apprendre à cacher ou à mieux gérer tes émotions, notamment avec tes employés et avec tous ceux dont on est en train de parler avant? Ouais. C'est pas facile, non? Ouais.
T'as eu des retours même peut-être de tes, tu vois, des membres du Comex, quoi, ou d'autres managers qui te disaient attention là, faut que tu calibres. J'adorerais être dans ta tête là, juste voir les images de tes souvenirs qui se passent. En fait, je vois plusieurs responsabilités qui vont peut-être se contredire, mais je vais essayer d'y aller. Je pense qu'il y a une première chose qui est, enfin, une manière que j'aime opérer, c'est d'être honnête avec les membres d'équipe autour des perspectives de l'entreprise. Ok. C'est-à-dire pas cacher les choses simplement parce que ça pourrait leur faire peur. Ok. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont appeler ça transparence. Je suis pas méga à l'aise avec le terme parce que, en fait, il y a la différence entre filer un fait, je sais pas, on est dans la merde. Non, mais je vois ce que tu veux C'est dire. très différent de dire on est dans la merde et de créer de la panique versus voici les faits, je sais pas, le chiffre d'affaires est trop bas ou autre chose. Et pour info, voici aussi notre plan d'action. C'est aussi transparent, mais ça devient non pas juste de la transparence, mais une vraie communication et qui donne toute l'info, mais qui aussi met les personnes à l'aise pour qu'elles puissent non pas être paralysées par la peur, mais se dire ok, je me sens à l'aise parce que, enfin, je me sens reconnu et non pas traité comme un gamin. On me dit comment sont les choses et maintenant je me mets en ordre de marche pour exécuter le plan qu'on me propose. En fait, et je réponds, ça c'est dans les cas négatifs parce que tu me demandais les situations de stress. Donc généralement le stress c'est quand les choses sont un peu compliquées. Donc je suis pas hyper fan de du mot transparent. l'accès à tout pour le concept d'être accès à tout parce qu'en fait ça peut être contre-productif. Par contre, à chaque fois que je suis dans une situation où on se demande tiens, est-ce que ça on le dit ou on le dit pas, comment les gens pourraient réagir, ça a toujours été la bonne réponse a toujours été on le dit. Maintenant on va réfléchir à comment on le communique, mais on cache rien. C'est fou, j'ai l'impression que ce dont tu me parles, d'ailleurs tu as dit ok, au moins il nous prend pas pour des gamins. Ouais. Et en fait on va parler de tes gamins juste après, mais c'est fou en fait ce que tu dis, j'ai l'impression c'est que au lieu d'engueuler, au lieu d'exprimer, parce que en fait quand toi t'as peur du chiffre d'affaires qui tombe, enfin toi en tant que dirigeant t'as peur pour ta boîte, et en fait j'ai l'impression que tu remets en avant cette responsabilité. Je suis pas en train de te jeter des fleurs, hein. Je suis juste en train de dire que dans l'équation, c'est pas juste la variable, où le chiffre d'affaires est mauvais et il y a plein de variables comme les humains, comme les strates, etc. C'est vraiment de te dire, ok, je reprends cette équation, j'essaye de gérer ces variables, mais toi tu vas en rajouter d'autres, j'ai l'impression, qui sont quelle est ma responsabilité en tant qu'employeur humainement, des émotions que je vais retranscrire à mes employés. Et là, on arrive sur tes gamins, à moins que tu veuilles répondre là-dessus. Ouais, le deuxième point, c'est que tu as aussi une responsabilité de ne pas demander aux autres personnes de gérer le stress que tu es censé résoudre toi-même. Mais et de temps en temps, ça arrive dans les orgas où tu es stressé, donc je gueule sur la personne à côté et en dessous, et ça descend. Clairement. Donc c'est là où, par contre, tu as une responsabilité de gérer ton stress, tes anxiétés, de machin. Et si tu as besoin, va faire 4 tours du pâté de maison et revient serein, parce que c'est pas parce que tu es anxieux que tu dois déverser ça sur les autres comme des punching balls, quoi. Ça s'apprend. Ouais, et honnêtement, il y a des moments, c'est hyper difficile. Tu dois te chier une fois pour comprendre l'aspect néfaste. Nobody's perfect. J'ai pas que merdé une fois. Je continue de faire des conneries à ce niveau-là. Et ça, c'est ok. Tu sais, être CEO, c'est un membre d'équipe, comme il y a d'autres membres d'équipe. Tu n'as juste pas le même job et ni les mêmes responsabilités. Mais tu as des moments. Je pense qu'il vaut mieux dire je suis un humain, je fais des conneries et de temps en temps les assumer, plutôt qu'essayer d'avoir cette approche je suis censé être parfait et résultat, tu te fais défoncer quand tu fais des erreurs. Donc, c'est pas la meilleure stratégie en tant que CEO vis-à-vis des membres d'équipe, quoi. T'es remplaçable ? C'est hyper important. Donc, en fait, il y a deux choses. C'est un, je dois être remplaçable. Ouais, je pense que je suis remplaçable. Ce qu'il faut, c'est que je m'assure d'être hyper compétent pour le stade de l'entreprise dans lequel on est. Ouais. Et le deuxième élément, c'est que si je réussis très, très bien mon job,
à un moment, Senna me dépassera. Bah, j'allais te demander. Je vais demander avant même de tes remplaçables, si tu te barres un mois demain, la boîte elle tourne? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Donc elle est déjà plus grosse que toi. Et en fait, quand je parle de plus grosse que moi, c'est que une entreprise peut grandir de manière exponentielle, mes skills, ils vont grandir de manière linéaire, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou peut-être Ok. que si je suis très très fort, je peux apprendre un peu plus rapidement que la moyenne sur le job, mais en fait, tu vois, il y a un moment, ça va te dépasser. T'auras plus les ressources, toi, Ouais, pour soutenir la croissance à Ouais, laquelle ouais. elle fait face. Donc, Tu vois, je pense qu'il y a quelques CEO qui ont su accompagner leur entreprise de zéro, un Mark Zuckerberg style, tu vois, mais en fait, je pars du principe qu'à un moment, ça va me dépasser. Et par contre, putain, je suis hyper ambitieux. Mon goal perso, c'est d'avoir les épaules pour suivre. Mais par contre, c'est sûr que le moment où le board me dit là, ça t'est dépassé, tu vois, tu le je leur feras même avant, non? Mais tu sais, Tu sauras si t'as les épaules ou pas. Mais non, mais tu sais, quand je te disais, si j'ai des conversations avec mes associés ou mes membres d'équipe autour de il y a un jour, on va se séparer, c'est quand même un peu ridicule si je dis que moi, je vais pas me séparer de l'entreprise à un moment, quoi. Faire une heure. Voilà. Après, j'ai une motivation malade pour que ce soit le plus loin possible. Et résultat, c'est pour ça que je bosse beaucoup, y compris sur mes compétences au fur et à mesure. Mais attends, ça, c'est un rich man's problem. Ça sera génial quand ça arrive. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Merci à vous, chers auditeurs. Dans mon podcast, beaucoup d'entre eux, notamment dans l'écosystème startup, me disent prendre beaucoup plus de plaisir sur la phase de création, les premières briques. Je considère que c'est encore les premières briques, même si vous faites 100 millions, la boîte elle a été créée il y a 5 ans, par tout ce que tu m'as dit sur les ambitions. Je me dis que vous pouvez aller bien plus loin, 10 fois ou même 1000 fois. Qu'est-ce qui se passe demain si tu gères 200 employés ou si tu en gères 2000? Est-ce que tu penses que tu kifferais autant? J'aime bien ces différentes phases. Je les ai faites quand justement j'étais chez EasyCater. T'es monté jusqu'où? Jusqu'où la boîte, elle faisait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et alors, j'étais plus CEO, j'étais patron avec BU, tu vois. Ouais, donc et par contre, j'étais dans un environnement vraiment de plus grosse entreprise, quoi. Et j'aime bien. Parce qu'en fait, j'aime bien mon métier. J'aime bien mes entreprises, les produits que je fais, mais j'aime bien aussi le métier de CEO. Et résultat, tu as le métier qui a certaines caractéristiques quand tu es en phase 0, et c'est un métier complètement différent dans les phases d'après. Et j'aime bien les deux, quoi. Je veux aller connaître la phase que tu n'as pas encore connue, celle du milliard. Il est 17h passé. T'as un truc ou pas? On peut prendre 5 minutes? On peut prendre 5 minutes, ouais. Ok, ça va être rapide. Moi, je veux te poser cette question. Je vais parler vraiment de tes enfants. Je vais te poser la question de est-ce que tu arrives à mettre tes émotions de côté? Mais sortons de ça, tes enfants, tu n'arriveras jamais. Voilà. Non, mais tu n'y arriveras jamais. Non, j'aimerais savoir. Ils sont jeunes, hein, on est d'accord? Ouais, ils ont 5 ans et 3 ans. Qu'est-ce que tu leur diras dans la vie? Le seul conseil, je veux savoir que tu vas leur retransmettre sur la capacité à rêver et à aller accéder à ses rêves ou l'art de prendre des risques. Ouais. En fait, c'est un truc que tu vois, je leur dis déjà, même si tu vois, mon plus petit, il a 3 ans, il me regarde, il me dit qu'est-ce que tu es en train de me raconter, mais c'est que s'ils font quelque chose, qu'ils le fassent à fond et qu'ils soient hyper résilients. Je m'en fous de quel que soit le truc, tu vois, en pro, en perso ou autre chose. Mais moi, après, s'ils veulent faire différent, ils feront leur truc, tu vois, mais il n'a pas le droit de dépasser quand il peut le Mon but, c'est pas juste qu'il soit à mon image. Non, ça dépasse, il se prend une grosse claque. Non, je déconne, mais... c'est une blague, c'est une blague. Attention, les amis. Tu dépasses pas. Après, tu fais ce que tu veux. Non, mais par contre, quelques valeurs, disons, humaines auxquelles je suis très attaché, c'est commitment, et la résilience. Et c'est le commitment et l'ambition. C'est de faire des choses. Mais l'ambition, c'est pas de l'ambition forcément financière. Mais par contre, c'est si tu fais quelque chose et l'ambition de le faire super bien. Tu t'as déjà entendu tes enfants te dire non mais impossible que je puisse faire ça ou ça à l'âge de 3 ou 5 ans. Ouais. Et toi ça te crispe si j'imagine quand t'entends ça. Ah ouais. Tu vois, mon plus grand, quand il est en face d'un truc, il dit non, c'est trop dur, j'arrive pas. Tu vois,
Et je lui disais, mais attends, il faut que tu fails 100 fois pour y arriver, tu vois, pour arriver à ce puzzle ou autre chose, tu vois. Et c'est d'ailleurs la 101e fois Alors, le tu vois, plaisir que tu vas franchement, prendre. j'en sera- sais rien, Ouais. je sais pas comment faire, tu vois. Mais je pense que si j'arrive à faire que mes enfants sont résilients et sont à l'aise de se planter et qu'ils réessayent et que s'ils font quelque chose, ils le font bien, que ce soit s'occuper des personnes, se développer professionnellement, apprendre des choses, tu vois, rien à moitié. C'est bon, je pense que je serais un papa très heureux. Je suis en train de réfléchir là, mais tu les encouragerais à échouer en fait. Ah bah ouais. C'est pas facile. Parce que quand t'es papa, moi je me disais, bah les engueule pas s'ils échouent. Et en fait, je me disais, tu Non, l'engueules faut pas, mais t'as envie de le Il soutenir. faut les féliciter. Tu félicites qu'ils ont tenté, Ouais. qu'ils se sont gourés. Et par contre, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de les faire, les mettre à l'aise avec le fait que ça va arriver de nouveau. Tu vois. Ouais, en fait, ok, ouais. Ne pas leur C'est ce reprocher qu'on dit quoi tout que le ce soit temps en négatif. France, on n'a pas la culture de l'échec, etc., etc. Tu vois, et c'est De vrai. l'Irlande, toi? Potentiellement. Moi, j'ai deux parents anglo-saxon. entrepreneurs qui ont eu des échecs et des grands succès. Donc, je pense que j'ai été béni un petit peu là-dedans. Et après, ouais, le côté anglo-saxon, ça joue vachement là-dessus. Ouais, le fake it till you make it ou sky is the limit, c'est con, hein, c'est des petites expressions qu'on a entendues dans toutes les musiques ou quoi. Ouais. Mais ça représente tellement dans l'idée ce mindset-là. Mais par contre, tu vois, en face de ces sujets-là, je reste très humble, très humble, parce que t'as beau espérer que c'est le genre de valeur que t'arriverais, ou plutôt de personnalité, tu vois, à inculquer. Il y a les biais, il y a ce que tu veux dire et il y a comment tu le retranscris. En Ouais. vrai, t'as beau dire les choses, tu sais même pas ce qui arrive dedans, ce qui repart de l'autre côté. Est-ce qu'il vaut mieux le dire, pas le dire, parce que si tu le dis, tu vas avoir l'effet inverse, etc. Donc, bon, écoute. T'en on verra parles de bien ça comment se avec, développe. ta conjointe, enfin, ou leur maman, ouais. Genre, tu sais, cette réflexion juste de se dire, tu vois, tu le compares en plus à tes employés, mais là, tu vois, enfin, j'imagine que tu te prends 10 fois plus la tête avec tes enfants. Non, mais justement, non, c'est- là où c'est très bien. Tu sais, quand j'ai dit, je veux communiquer toute l'info aux membres d'équipe parce que je veux pas les traiter comme les enfants, bah, c'est justement le cas. Ouais, En ok. fait, tu as beaucoup d'entreprises qui disent, En fait, tu protèges tes mes membres d'équipe sont pas capables de gérer cette info. Alors là, c'est genre, attends, Ouais, c'est. Ouais. mes enfants ne sont pas à l'aise, pas capables de gérer quelques infos parce qu'ils sont pas encore armés pour émotionnellement. Ouais, bien Tu vois, donc tu les protèges. Je trouve ça ridicule et quasiment honteux de dire ça à propos de membres d'équipe. Ok. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis capable de gérer une information à propos de l'entreprise, qu'elle soit positive ou négative, et que mon collègue qui est juste à côté de moi n'est pas capable? Tu vois? Si tu donnes pas toute l'information contextuelle et le plan, en fait, tu es juste en train de déverser ton stress. Ou J'allais dire, j'espère que vous avez écouté les Ouais. premières parties avant, ils disaient Voilà. pas que ça. Voilà. Mais te rends compte, les entreprises qui Ouais. disent on peut pas leur dire ça, ils vont paniquer. Pardon, mais c'est ce que je dis de temps en temps à propos de mes enfants, quoi. Donc non, c'est justement, Responsabiliser tes employés. c'est tes des managements complètement différents, quoi. Tu vois. Et en fait, il y en a un, c'est du management, et l'autre, c'est être parent. Ça n'a rien à voir. Tu vois un potentiel entrepreneur dans les deux? Putain, j'en sais rien. Bon, soit ils sont en train d'apprendre à écrire et à dessiner. Je sais pas, il kiffe pas les Lego, il est pas déjà en train de faire des trucs, et son frère qui vient tout casser à côté. Non, mais à vrai dire, il y a quelques jours, Au je me moment suis de marré parce que j'ai créé un petit casino à la maison. En fait, moi, j'aime bien les jeux. Dont tu as volé de l'argent. Voilà, tu vois. Et ouais, bon, moi, j'aime bien ça. Donc, je leur apprends un peu à négocier, à faire attention avec le peu d'argent qu'ils ont, à tous ces petits trucs-là. Mais après, franchement, c'est pas. C'est trop tôt pour À dire. vrai dire, je sais même pas si c'est la vie à suivre ou une très très bonne idée d'être entrepreneur, tu vois. Donc, Non, mais j'adorerais en discuter, tu sais, dans 10 ans, je pense que tu regarderas des signaux de tes enfants plus jeunes. Tu te tu sais, diras, en tout cas, il y a de la reproduction, hein, tu vois. Moi, bien sûr. Bah, ils font de je la. vois hein, mes du parents sont mimétisme. entrepreneurs et je pense que j'ai pas les stats là-dessus, mais il y a du mimétisme qui se crée. Je te pose mes dernières questions rapidement du tac au tac sur une question. C'est la fin, là. On est fatigué sur une échelle. Déjà, un grand merci pour ce podcast. Merci à toi, c'était top. C'est presque fini, mais pas encore. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien?
En janvier 2025, Nous sommes en janvier. ouais, Ok. un 10, je pense. 10. Ouais. Ça veut dire que tu ne peux même pas aller au-dessus. Du moins, je suis hyper épanoui. Non, mais fair enough. Tu vois. Et pourquoi je dis ça, c'est que tu as des instants où tu vas avoir de l'incertitude, tu sais pas trop où faut aller, etc. Où là, tu peux baisser un peu. Là, t'es Mais serein. la réalité, c'est que je m'éclate. Ouais. Je suis hyper fier d'où est Sénat et d'où on va. Tes enfants font leur nuit. Familialement, ça se passe hyper bien. J'ai pas de galère. Non, franchement, j'ai beaucoup de chance, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Et commence pas à me dire riche de quoi. On a parlé de Non. bonheur avant, donc tu sais très bien de quoi je parle. 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du bonheur au quotidien? Du job d'entrepreneur, pas de CEO. 8. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même job d'entrepreneur te demande de l'effort ou est difficile? 10. 10. Donc il y a une corrélation entre le bonheur et la difficulté. Ouais. Donc, tu prends du plaisir dans la sueur. Ah ouais, moi, quand c'est pas dur, ça m'éclate pas. Dernière question, elle n'est pas du tout du tac au tac, mais je la pose récemment. C'est quoi la matière que tu aurais aimé avoir à l'école? T'as grandi où d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. J'ai grandi dans les Yvelines. Oui, donc en France? Ouais. J'ai vécu en Irlande ou... Après le bac, je suis parti en Angleterre. J'ai passé 7-8 ans là-bas. Ok. Et quand j'étais gamin, je passais beaucoup de temps en Irlande pendant les vacances. Ok. Du coup, la matière que tu aimerais bien inventer, que t'as pas eu. Ça peut être une matière à 18 ans, ça peut être une matière quand t'es plus jeune à l'école. ouais. T'es pas spécial. Ah, si, mais en fait, j'ai été un peu pris de court par la notion d'école parce que tu as quand même besoin de base, tu vois. Mais Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école? non, moi, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Je pense qu'une chose qui m'aurait intéressé et que j'aime bien, en fait, j'adore l'espace. J'adore ce qui se passe en dehors de la Terre. Et tu sais, à l'école, on t'apprend le système solaire. Et Elon Musk aujourd'hui. Ça, n'en parlons pas, s'il te plaît. On t'apprend peut-être la notion du Big Bang. Quand t'es à la maternelle, t'as la préhistoire et 2-3 dessins. Mais tu vois, on t'explique pas qu'il y a des choses... Enfin, on creuse pas vraiment qu'il y a des choses plus grandes et beaucoup plus loin. Je parle de notre... En fait, c'est nous relativement à l'univers. Exactement, Tu peux ouais. comprendre... Enfin, déjà, moi, j'adore, tu vois, les étoiles, enfin, tu vois, tout ce qui est en dehors, tout ce qui est plus loin. Moi, perso, j'ai une immense frustration, c'est que je sais que sur mon lifetime, finalement, l'humain va pas aller, on va aller loin, mais on va pas aller méga loin. Ah, t'aurais aimé Non. né dans Non, mais- 100, 200, 500 ans? Ouais. Ah, Là, je me dis, je vais mourir avant que l'homme puisse dire, tiens, on est allé voyager en dehors de l'espace. Enfin, tu vois, c'est... Tu sais que c'est dingue, parce que moi, parfois, je m'arrête et je me dis, putain, on est posé là, light, caméra... Enfin, je me dis, il y a des gens, donc c'est-à-dire la caméra, le micro, il y a eu combien d'années d'ingénierie avant d'arriver à cette qualité de micro et accessible, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plus de l'inverse, de me dire, c'est fou ce qu'on a fait en quelques années. Si tu... Et surtout notre génération. Moi, ce que je trouve plus fou, Ouais. c'est que si tu prends la timeline de l'homme, toutes ces créations dont tu parles ont été créées très très récemment. En fait, on est là depuis longtemps. Mais en termes d'apprentissage, on a explosé, ou d'innovation, L'innovation, la création. les outils qu'on a et notre capacité de faire des grandes choses, c'est une courbe monstrueuse, exponentielle. Je vois, on nous parle de, tu vois, des guerres mondiales. Enfin, là, je pense que c'est plutôt les grands-parents assez âgés aujourd'hui. J'ai l'impression on a vécu deux mondes totalement différents. Alors que moi, avec mes enfants plus tard, que je n'ai pas encore, j'ai l'impression qu'on se... Et tu penses pas qu'on aura un gap? Tu vois, la révolution industrielle, je te parle même pas de la révolution technologique, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va pas se relancer dans une conve, là, je crois que c'est bon. Non, mais
si tu me demandais, tu vois, les choses que j'aurais aimé explorer qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, faire des affaires, monter des boîtes, c'est plutôt ça. Ouais. T'aimes bien l'argent? Ouais. T'as un rapport ok, je veux juste comprendre, c'est tes parents qui t'en ont parlé, ils t'ont dit que c'était un moyen, pas une finalité, mais qu'il fallait aussi aller le chercher. En fait, j'aime bien la liberté que ça donne. Ok. Mais c'est pas une finalité? Non. Non. Et tu penses que c'est corrélé au bonheur? Bon, tu sais, il y a des études qui montrent que il y a des paliers. Bien sûr. Donc c'est au-dessus d'un certain palier où ça l'est plus, mais en Tu dessous. vois, au-dessus de certains paliers, ça fait plus vraiment la diff. Quand tu es en dessous, la revalorisation de ton salaire additionnel fait vraiment la grande différence et peut t'aider à avoir moins de galères et donc un peu plus de bonheur. Non, pourquoi l'argent m'attire, c'est ce que ça va me permettre de faire. Tu vois. Si demain j'ai aussi envie de recréer d'autres projets, faire d'autres choses, faire tu vois, de ne pas avoir cette contrainte monétaire, c'est quelque chose qui serait top. Par contre, je suis pas Picsou, je n'ai rien à foutre d'accumuler de l'argent, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec qui m'intéresse. Tu l'as dépassé ce palier? Non. Pas encore. Non. Eh bien, c'est tout le mal que je te souhaite. Un grand merci, Steven. Est-ce que tu as pris du plaisir quand même? 10 sur 10. Allez, sur une échelle, toi. Merci d'avoir joué. Merci à toi. Malgré, allez, on peut le dire qu'il y a eu des intros douteuses de ma part, mais c'est pas grave. Un grand merci pour l'accueil. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on nous voit en vidéo qu'en audio. On se professionnalise. On vous propose de plus en plus de personnes, des profils différents. Un grand merci. Je dis ça parce que c'est le deuxième épisode du début d'année, mais je veux vraiment remercier les personnes qui m'écoutent et qui font la beauté et le plaisir de ce podcast. Sinon, j'aurais aucune légitimité à bombarder de questions mes invités pendant 1 heure. Donc voilà, un grand merci à vous. Et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode sur Dans la tête d'un CEO. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.